connaissons tous les effets délétères des drogues comme l'héroïne, la cocaïne ou les amphétamines. Mais connaissez-vous les effets des drogues comme la testostérone ou l'hormone de croissance notamment? Nous allons voir ça ensemble, les effets délétères à court et à long terme, les effets négatifs ou positifs. La testostérone et l'hormone de croissance sont des substances bioidentiques, c'est-à-dire qu'elles sont déjà présentes naturellement dans le corps. Certains athlètes ou bien des passionnés en prennent à des doses supraphysiologiques, ce qui correspond à une dose supérieure aux valeurs biologiques normales. Ils font recours à ces drogues sous forme de pilules, d'injections, de patchs et gels pour développer leur performance, leurs muscles, leur endurance et leur force dans les sports qu'ils pratiquent. La dépendance. Nous avons effectué une enquête auprès de 17 personnes et sur ces 17 personnes, 6, soit 35%, se sentaient dépendantes. Ils étaient dépendantes à la testostérone et aux hormones de croissance notamment. Ce sont majoritairement des pratiquants de crossfit, d'haltérophilie ou de musculation. Les personnes qui utilisent ces substances souvent souffrent d'une dysmorphie musculaire. Les personnes ayant de telles inquiétudes deviennent extrêmement anxieuses si elles cessent d'utiliser les stéroïdes et perdent même une petite taille musculaire. Et si ils reprennent souvent rapidement, ce qui contribue au syndrome de dépendance. On parle de dépendance quand la personne ne peut plus se passer de consommer, sous peine de souffrances psychiques et ou physiques qui traduisent un état de manque. La dépendance psychique. La privation de produits entraîne des sensations de malaise, angoisse, parfois même dépression. Pour la dépendance physique, l'organisme réclame le produit à travers des symptômes physiques, hypertension artérielle, tremblements, vomissements, sueur et autres. Qui utilise ces substances? L'usage de testostérone, hormone de croissance et des autres stéroïdes anabolisants n'est pas confiné au sport professionnel. C'est maintenant un problème qui affecte une large population au niveau international, incluant des adolescents et des jeunes adultes. Selon la littérature, dans les communautés de bodybuilders et adeptes de salles de musculation, les chiffres d'utilisation sont de 15 à 30%. Selon notre questionnaire, plus de la moitié des sportifs prennent des stéroïdes anabolisants pour avoir meilleurs résultats dans son sport. Et 64,7% des enquêtés disent que ce numéro commence à grandir depuis des années. On a trouvé que son utilisation c'est plus fréquent dans les âges de 26 à 35 ans. Dans notre enquête, on a aussi demandé si les athlètes qui ont pris ces substances pensaient qu'ils auraient pu obtenir les mêmes résultats s'ils n'auraient pas pris ces substances. 64,7% ont dit non. On s'est rendu compte aussi avec notre enquête que la plupart des athlètes qui prennent de la testostérone et l'hormone de croissance font de la polypharmacie. C'est-à-dire qu'ils prennent des différentes substances qui sont peut-être des anabolisants ou d'autres pour améliorer son performance ou son esthétique. La testostérone augmente aussi la force volontaire maximale et puissance des jambes. Elle favorise également la biogénèse mitochondriale et le contrôle de la qualité. Elle augmente aussi l'apport net en oxygène au tissu en augmentant la masse des globules rouges et la capillarité des tissus. La testostérone peut réduire les temps de réaction, ce qui peut contribuer à améliorer les performances lors des épreuves de sprint ou dans les sports exigeants à un niveau élevé de coordination œil-main, comme le baseball. En 2016, l'Agence mondiale antidopage a publié son rapport VRAD, c'est-à-dire des violations des règles antidopage, qui précèdent les infractions au Code mondial antidopage. En tout, 229 514 échantillons ont été prélevés par les OAD en 2016 et 3032 d'entre eux ont donné lieu à des RAA, c'est-à-dire des résultats d'analyse anormaux. De ces résultats d'analyse anormaux, 44%, 1326 échantillons, ont été confirmés comme des violations des règles antidopage. De ceux-là, 79% c'était des hommes et 21% des femmes, dans 109 sports sur des sportifs de 113 nationalités. Les sports comptant le plus grand nombre de violations sont d'abord l'athlétisme, bodybuilding, cyclisme, haltérophilie, football, dynamophilie, lutte, rugby, sport aquatique et boxe. Les pays comptant le plus grand nombre de VRAD ou de violations, c'était
Italie, France, États-Unis, Australie, Belgique, Inde, Russie, Brésil, Iran et Afrique du Sud. 2/3 des utilisateurs des stéroïdes anabolisants sont des sportifs amateurs qui utilisent ces substances pour des raisons esthétiques plutôt que pour augmenter leur performance sportive. La testostérone est l'hormone principale sexuelle naturelle, dérivée du cholestérol et produite essentiellement par les gonades, c'est-à-dire les testicules des mâles et à un degré moindre les ovaires des femelles. En plus faible quantité, il est sécrété aussi pour les glandes surrénales. Les taux physiologiques de testostérone chez les hommes sont compris entre 280 et 1100 nanogrammes par décilitre et peuvent varier en fonction de l'âge, du stress racial, physiologique ou émotionnel, de la maladie actuelle et même du moment de la journée. La testostérone est un stéroïde qui possède de multiples fonctions physiologiques. Ses rôles peuvent être séparés en 2 catégories principales, les effets androgènes et les effets anabolisants. Les effets androgènes sont liés au développement des caractéristiques sexuelles secondaires masculines. En matière de reproduction, la testostérone stimule la production de sperme. Il stimule également la différenciation, le développement et la fonction des glandes sexuelles accessoires mâles, prostate, vésicule séminale et épididyme, qui favorisent la copulation. Les effets anabolisants. L'anabolisme, c'est un processus par lequel des molécules plus petites se lient pour reconstruire les plus grands, comme dans la construction des masses maigres et développement des tissus. Les niveaux élevés de testostérone peuvent également augmenter la capacité d'endurance et retarder l'apparition de la fatigue, améliorant la performance globale des athlètes. C'est dû à la stimulation des hématopoïèses, c'est-à-dire la fabrication des cellules sanguines. C'est pourquoi c'est évident que cette hormone ait un intérêt évident pour les athlètes et même les sportifs récréatifs. Cependant, à long terme, la testostérone de synthèse a des effets négatifs sur la santé. L'impact sur le poids. Des rapports anecdotiques d'utilisateurs individuels suggèrent des gains de masse corporelle de 10 à 20 kg, ainsi qu'une augmentation de la force musculaire allant jusqu'à 30%. Mais ils sont entachés par le manque de contrôle scientifique des facteurs de confusion tels qu'attendu de l'entraînement et l'effet placebo. Des études à court terme bien contrôlées ont montré des augmentations plus faibles mais significatives de la masse corporelle, de la masse maigre, de la force musculaire et des réductions concomitantes de la masse grasse. Néanmoins, les problèmes associés à la testostérone sont beaucoup. Entre eux, on peut trouver une faible numération de spermatozoïdes, un rétrécissement des testicules et impuissance, une hypertrophie de la prostate avec difficulté à uriner, maladie du foie, acné, rétention d'eau avec gonflement des jambes et des pieds, gain de poids peut être lié en partie à une augmentation de l'appétit, hypertension, hypocholestérolémie, maux de tête, risque accru des caillots sanguins, retard de croissance chez les adolescents, comportement agressif inhabituel, saut d'humeur, euphorie, irritabilité, altération de jugement et délire. Des rapports de cas individuels ont décrit divers effets cardiovasculaires, notamment une cardiomyopathie, un infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, des anomalies de la conduction et des anomalies de la coagulation. C'est parce que les utilisateurs des stéroïdes présentent une hypertrophie ventriculaire et une masse cardiaque significativement plus importante. Aussi, une diminution de l'élasticité aortique. Les stéroïdes anabolisants peuvent occasionnellement causer une hépatotoxicité avec des conséquences telles que la péliose hépatis. C'est une accumulation de cystes remplis de sang dans le foie et divers types de tumeurs hépatiques. La stérilité, la gynécomastie, les dysfonctionnements sexuels, la perte de cheveux, l'acné, l'apparence musculaire et l'atrophie testiculaire sont des autres conséquences. Les femmes qui consomment les drogues comme la testostérone et l'hormone de croissance peuvent voir leur taille diminuer et leur voix devenir plus grave, en plus de nombreux problèmes que les hommes peuvent avoir. L'hormone de croissance. Elle est produite naturellement par la glande pituitaire ou hypophyse. Elle est importante pour le développement, la régénération et la reproduction cellulaire. L'hormone de croissance n'est disponible que sur ordonnance et est administrée par injection. Les athlètes en prennent pour améliorer leur masse musculaire et leur performance. Les actions métaboliques de l'hormone de croissance interagissent également avec celles de l'insuline pour le contrôle des graisses. Elle améliore donc la lipolyse.
ainsi que le métabolisme des glucides et des protéines. Chez les adultes déficients en cette hormone, la thérapie de remplacement démontre bien cette amélioration du métabolisme des graisses et des protéines, entraînant donc une inversion partielle de ces anomalies. En dépit de ces changements dans la composition corporelle, il existe peu de preuves que l'hormone de croissance à des doses supraphysiologiques affecte la performance physique, et il n'a pas été prouvé qu'elles augmentaient la force. Il n'existe aucune étude concernant les effets indésirables de l'utilisation de l'hormone de croissance. Par conséquent, la plupart des informations sont anecdotiques et ces rapports sont souvent confondus par l'utilisation simultanée d'autres produits dopants, en particulier les stéroïdes anabolisantes. Les effets indésirables probables comprennent des douleurs articulaires, de la rétention d'eau, le syndrome du canal carpien, une hypertrophie cardiaque, hypertension artérielle et de l'acromégalie, c'est-à-dire une déformation du visage. Les stéroïdes provoquent un rétrécissement de la taille du pénis. Cette idée est fausse. Il n'y a aucun rétrécissement du pénis, mais il y a cependant un rétrécissement des gonades, c'est-à-dire des testicules. Les stéroïdes sont des dérivés synthétiques de la testostérone. Lorsque les niveaux de testostérone dans le sang sont artificiellement augmentés, le cerveau envoie un signal aux gonades pour que celles-ci cessent de produire de la testostérone. Il y a donc une réduction du nombre de cellules. À mesure que les tissus de testicules deviennent moins actifs, ils commencent à s'atrophier. C'est pourquoi les utilisateurs de stéroïdes ont souvent des difficultés à concevoir. Les stéroïdes rendent agressifs. Cette idée est vraie. D'après plusieurs études, il y a effectivement une relation entre stéroïdes et actes de violence physique. On a notamment constaté une augmentation de la criminalité chez les personnes ayant eu recours à des produits anabolisants. C'est ce que l'on appelle le roid rage. Tous les bodybuilders en prennent. Tous les bodybuilders n'en prennent pas. En fait, il y a des compétitions que l'on appelle naturelles. Ça veut dire que toutes les méthodes de dopage sont interdites. Il y a des contrôles assez fréquents et poussés à ce niveau. Cependant, il y a d'autres compétitions comme par exemple Mister Olympia où il est impossible d'arriver à ce stade sans passer par le produit dopant. Il n'est pas possible d'atteindre un bon niveau sans passer par le dopage. Cette idée est fausse. Avec un bon entraînement, un suivi par un coach professionnel, une alimentation adaptée, ainsi que beaucoup de motivation et d'efforts, il est possible d'atteindre un très bon niveau. Comme on peut le voir dans ces extraits où Benjamin Pédrac réalise un épaulé jeté à 147 kg en 2019 et également avec Carolina en compétition bikini bodybuilding en 2018. Ludovic Huré, 41 ans, directeur sportif du meilleur club formateur de France, le Koala Club, formateur d'athlètes de niveau européen et mondial en haltérophilie. Je suis Gabriela Quiros, athlète culturiste et entraîneur préparateur physique. J'ai plusieurs années d'expérience avec la testostérone et d'autres hormones sur moi-même, ainsi qu'avec d'autres athlètes. My name is Dr. Jade Tita. I'm a naturopathic physician, which is a little bit different of a designation in the United States. Basically, it is a family physician who specializes in lifestyle medicine. J'ai remarqué l'utilisation de ces substances, notamment dans le culturisme. En culturisme, j'estime 70%. Il y a évidemment d'autres personnes et dans d'autres sports qui utilisent ces substances, mais je pense que le culturisme est particulièrement affecté. J'ai vu que ces substances sont plus utilisées chez les bodybuilders, les sprinteurs, les pratiquants d'arts martiaux, les boxeurs et les triathlonistes. Moi-même, j'utilise de la testostérone et autres anabolisants depuis des années. J'utilise la HGH avec mes athlètes hors saison et quelques mois avant la compétition. Mais tout le monde ne peut pas l'utiliser car c'est très coûteux chez un bon laboratoire pharmaceutique. When I was young, I was heavily involved with football, and then I got involved with bodybuilding. So 18 years old, 19 years old, went away to college. At that point in time, when I got into the bodybuilding world, I started using different anabolics as well as testosterone at that time. Then, now that I'm 45 and sort of in that range where testosterone levels naturally decline, I also now am using testosterone replacement therapy.
Well, there's a number of things that testosterone does. And so the way to think about hormones is to think about them as sort of metabolic messengers. They're kind of like mailmen. So they write letters to different parts of the metabolism. And so testosterone writes several letters. One of the letters it writes is to the thyroid hormone. And it says, hey, thyroid receptors, I want you to be more sensitive to thyroid. It also helps the transition from inactive thyroid to active thyroid. Thyroid hormone is a hormone that elevates metabolic rate. And so thyroid hormone enhances fat burning and raises metabolic rate. Now, anytime you raise metabolic rate, you also tend to raise hunger. This is why a lot of these supplements that raise metabolic rate don't necessarily lead to weight loss, because if you increase metabolism, you also increase hunger. So that's one way testosterone works. Another way that testosterone works is it has pretty pronounced effects in the brain. And so it increases drive and determination and focus in the brain and motivation. And so one of the things it does is just helps you push harder in the gym. And so it tends to elevate intensity. If you did that, even if you elevated your intensity in training, even without taking any testosterone therapy, you would have some gains because your body would register an overload and have to essentially, respond to that. So that's another way it works. The other thing it does is it can make your body more sensitive to hormones like adrenaline and noradrenaline, right? Which epinephrine and norepinephrine in the United States, adrenaline and noradrenaline in Europe. These hormones also speed and help us burn sort of fat. And testosterone has some direct effects on muscle hypertrophy and the mechanics involved in that. So when testosterone binds to muscles, it'll increase muscle protein synthesis. All this combined essentially leads to this really nice effect where you're essentially gaining muscle and losing fat. All hormones, I should say almost all hormones, not all hormones, but most of them you can become resistant in. And so hormone resistance is a lot like going into a room that has a very strong smell. At first you might smell it and your eyes may water, but after you're there for a while, you no longer smell the smell and it's normal. This is typically how testosterone and all hormones work. So with testosterone, certain aspects are going to you will become resistant to, but other aspects will continue having a positive effect. For example, you might have less of an impact on thyroid hormone, and maybe the brain receptors for testosterone will downregulate, so your mood is not as enhanced anymore, but the anabolic effects of hypertrophy in the muscle continue going. Il faut vraiment faire attention à la source de l'hormone ou stéroïde parce que si ça vient d'une mauvaise entreprise, vous ne savez pas ce que vous prenez. À long terme, ils peuvent entraîner un hypogonadisme, une libido basse chez la femme, des effets hormonaux négatifs tels que l'aménorrhée. Tout dépend de la substance et de l'administration correcte ou incorrecte. C'est important de faire un nettoyage hépatique parce qu'après les cycles, il peut y avoir des dommages très forts du foie, même une cirrhose. You also have, as you go up in higher dose, you'll have other side effects. One of the big ones is that we test with people who are on testosterone therapies is hematocrit, which is the amount of red blood cells per unit blood. And the hematocrit level can go up in very high dose testosterone use, even in low dose. So this is something we screen for because it can increase risk of, clots and things like that. So increased risk for hair loss. So increased production of DHT, which can desensitize the hair follicles to certain growth factors. And so you can see male pattern baldness be accelerated in men who are using testosterone therapies. You can see it with women as well. You can oftentimes see enlargement of certain areas of the body, especially more with HGH. Like, for example, the female voice box can, change, and you can get much thicker sort of voices in women. You can get, whereas you get testicular shrinkage in men, you can get clitoral enlargement in women, pretty pronounced in high doses. You will see lots of increased sebum production. So the oil on the skin starts to upregulate. You'll start getting lots of acne and things like that. You may get decreased hair, hair loss on the head, but you also can get increased hair growth in other areas. This is in particular
this can happen with the androgenic effects in women. And one of the things that happens is women using anabolics and women using testosterone at high doses have much more negative effects, much more pronounced effects. And this is why you see, sort of a masculinization in women. It's interesting. One of the negative side effects is the positive side effect in men. Men taking testosterone will typically have waist reduction in their waist size, and they'll lose some weight in their waist. Women taking testosterone will oftentimes see the waist enlarge, and so and not fat necessarily, but muscular. You'll see this a lot in women who do lots of CrossFit and stuff versus figure and fitness competitors. They're sort of driving this very sort of anabolic sort of effect. And so we definitely think it's not probably healthy. It certainly can increase your risk of certain things like clots and stuff like that. But whether or not it's increasing risk of cancer and heart disease and stuff like that, we're not 1,000% sure of. We're not even 1,000% sure of testosterone replacement therapy or normal doses, but it's looking now like it decreases the risk. So if you had to make my best guess as a physician, I always, rule number one, first, do no harm. So you don't give super physiological doses of testosterone. Second, you treat testosterone only. You only give testosterone, period, if people are having low levels or symptoms of testosterone deficiency. Mm-hmm. So that's part of sort of what to look at. Now, it is a little bit more debatable in women, since women, there is some, sort of sense that estrogen levels are protective for women for heart disease. And once you start giving testosterone to women and adjusting that ratio, you may actually be increasing their risk, but we can't be 1,000% sure of that. Testosterone is essentially, especially at these high doses, it's essentially male birth control. It will dramatically decrease sperm volume and sperm count. And most men who are on very high dose testosterone are not going to be able to get a woman pregnant or have a baby due to that. So typically, because usually people say, well, what are the effects? Are these reversible? And typically they absolutely are. The metabolism seems to be pretty resilient. So the vast majority of people who come off testosterone will have their own production kick back in, but it takes time. And the smartest way to do that is to wean down. So this is why oftentimes in people using this for sports enhancement, they do a titration up to a peak and then a titration down, and then they wean off. And oftentimes we'll use other things to pick back up your own body's production. Like HCG is a bioidentical hormone that can raise testosterone level. Oui, il y a forcément un lien entre les deux. Les charges et les séances d'entraînement que peuvent supporter les personnes dopées augmentent les besoins énergétiques. Il est donc nécessaire de consommer plus d'aliments. Le régime alimentaire doit correspondre à l'objectif du cycle que prend l'athlète. Il s'agit d'une planification complète. Normalement, l'utilisation de ces substances doit être accompagnée d'une supplémentation non anabolytique qui nous aide avec les nutriments dont nous avons besoin dans notre alimentation, en plus d'éviter les effets secondaires hormonaux. Souvent, quand ils sont professionnels et qu'ils vont commencer à utiliser des stéroïdes, ils ont déjà une bonne alimentation, ils prennent bien soin d'eux-mêmes et il leur est uniquement recommandé de ne pas consommer d'alcool car ils peuvent endommager le foie. Parfois, le cholestérol et les triglycérides sont réduits, donc pour empêcher une diminution du cholestérol HDL, il faut compléter par les acides gras oméga 3, 6, 9. Des fois, je change le régime et la dose de l'athlète chaque semaine. But there's two groups. We can use the powerlifting world, which is these big, men and women who lift very big weights and they want their body to be bigger and stronger. And in that case, testosterone is going to help them be bigger and stronger. But if they eat whatever they want, they're going to essentially put on some fat as well, right? So there's that. Now, a bodybuilder, what they want is they want to be more muscular and leaner. And in that case, they're going to want to eat in a way that reduces body fat. And so testosterone isn't going to, by itself, create these effects, okay? We want to make sure the diet is clean to do what we would do normally, right? So like we know what it's like to burn fat. Now we can add in testosterone to amplify that.
We know what it's like to get big and strong. We can add in testosterone to amplify that. So testosterone is not just going to make you, if you're eating junk food and fast food, it's not just going to make you lean and muscular. It will get you big and strong. That's what it will do, but it's not going to necessarily overcome diet. Diet has a ton of different hormonal effects. Testosterone is just one hormone. Diet affects hundreds and thousands. And so you still have to attend to diet based on your goal set. Does that make sense? Certainement pas. Pour moi, il n'y a aucune raison d'utiliser un produit dopant. Ceci ne serait injuste envers les autres participants et il y a toujours des autres solutions que le dopage. Je pense qu'il peut avoir sa place tant qu'il est supervisé par un expert du domaine. Les anabolisants ne sont pas tout, mais ils vous apportent une aide supplémentaire. Si vous le faites sans supervision et sans information, vous pouvez vraiment finir mal. My whole thing is that I think that anytime you're using, therapies to try to drugs to try to increase performance, that's probably not a good thing. However, if you've been injured and you need to get back on the field and you have, these hormones like human growth hormone and testosterone that can aid that, now that's a different discussion, right? Because it's basically using it for a very particular thing to heal. It's a medical indication at this point. And in that case, I would say, yes, I think it's indicated and useful. Obviously, if someone is hurt and injured, we want to do everything we can with, modalities to get them back. But using it to enhance your sport, I think goes against the sort of spirit of sport. En principe, cela dépend de l'athlète. Normalement, pas plus de 4 à 8 semaines, mais chez un athlète professionnel, cela peut aller de 14 à 16 semaines, évidemment sous la surveillance d'un médecin et de la personne qui le guide. Une personne qui a des antécédents de tumeur ne peut pas utiliser l'hormone de croissance. Dans tous les cas, vous devez faire des analyses de sang pour voir si vous pouvez commencer à l'utiliser ou non. Une personne en cycle ne peut pas consommer d'alcool ni de graisse car les stéroïdes endommagent déjà beaucoup le foie. Vous devez être très prudent et avoir un régime très propre. Je pense que la chose la plus importante est l'entraînement et le régime. Les gens croient que leur utilisation est primordiale et qu'ils vont changer de manière excessive. Mais si aucun changement ne survient dans le régime alimentaire et dans l'entraînement, les anabolisants ne feront évidemment pas de miracle. La supplémentation est essentielle aussi. Un diététicien ou une nutritionniste, dans ces cas alors c'est essentiel, soit pour conseiller à l'athlète ou la personne qui veut prendre des stéroïdes et l'hormone de croissance que ce n'est pas nécessaire et le conseiller de comment il peut le faire sans les prendre, soit pour conseiller et éduquer à la personne ou l'athlète qui va prendre des stéroïdes néanmoins à comment le faire de la meilleure façon et de trouver une bonne alimentation, un régime que l'aide à atteindre ces résultats sans avoir les risques de long terme négatifs qu'il peut avoir sur son santé. Merci pour regarder ces reportages. À la prochaine.